Les gars, est-ce qu'on peut commencer à discuter du match d'hier soir qui m'a fait extrêmement plaisir? La victoire de l'Olympique lyonnais contre Nantes, qui vient clore et clôturer une semaine où l'OL a inscrit 9 buts en 2 matchs. Alors, il faut évidemment apporter beaucoup de mesures à ça, d'accord? Parce que le Maccabi Tel Aviv était absolument dégueulasse, parce que l'OL a marqué ses 3 buts à 11 contre 10, et qu'à 11 contre 11, la première mi-temps, c'était maîtrisé, mais c'était pas la folie non plus, il faut être honnête. Moi, quand on est la mi-temps, je suis pas ravi. Donc le 11 contre 10... a eu un impact dingue, mais globalement c'est un match et c'est le genre de semaine qui permet de sortir d'une mélasse d'un mois où on avait perdu des matchs, notamment contre le PSG, fait des nuls frustrants, 0-0 contre Auxerre, 3-3 contre le PFC alors que tu gagnais 3-0, tout ce genre de... le 0-0 contre Brest où t'as tenu à 10 contre 11, la défaite contre le Betis, vous voyez là, ce genre de quelques semaines un peu dégueulasses là, on avait enchaîné des semaines un peu las-deg, dont il faut réussir à sortir, et cette semaine t'as sorti de ça et c'est très positif, surtout qu'avec l'article qui est sorti sur les moins de 200 millions, on en a fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder sur la chaîne Football, où on a reparlé de tout l'article et de tout ça. Ça nous rappelle de là où on vient, et comme l'a dit Bad Love dans le chat, t'es premier d'Europa, t'es 6ème de Ligue 1 à 2 points de la LDC. Donc actuellement, l'Olympique lyonnais, en ayant commencé vraiment une saison dans des conditions vraiment particulièrement pourries, est actuellement 6ème à 2 points de Lille, qu'à 5 points de Marseille, soit dit en passant. Sinon, t'es dans le wagon avec Rennes qui fait sa remontada, on le voit dans les 5 derniers matchs, la dynamique. Et t'es au niveau de Monaco, de Strasbourg, bref, t'es dans ce wagon, quoi. C'est trop important d'être dans ce wagon, en ayant en plus des matchs aux conditions un peu particulières. Bref, vous-même vous le savez, certains matchs de Ligue 1 où, bref, t'aurais pu avoir des points en plus. Et donc globalement, quand on regarde tout ça, t'es dans cette espèce de wagonnet du 4 au 8. Et c'est très positif parce qu'il faut rester dans ce wagon du 4 au 8. On va aller se voir les résumés de Ligue 1 après, mais juste avant, on se fait le débrief, l'analyse du match. Mais globalement, c'est une victoire qui met du baume au cœur et qui était vraiment importante, même s'il faut la pondérer. Globalement, en fait, je trouve, encore une fois, l'attaque momentum assez représentatif. L'OL a le contrôle du ballon et Nantes joue en contre. Et Nantes a été dangereux en contre. Je crois que quand tu regardes la XG de la première mi-temps, je crois que Nantes finit au-dessus. Regardez première, voilà. 0,78 à 0,58, c'est très simple. Ablin dans la profondeur, il a posé énormément de soucis à la défense lyonnaise, notamment à Niakate, notamment dans la gestion de la profondeur avec Tagliafico, etc. Nantes ne s'embêtait pas de la possession du ballon, c'était 1-2 passes, profondeur, pas. Et donc du coup, dans un monde où Ablin s'en sort un peu mieux, dans un monde un peu différent, Nantes peut rentrer à 1-0 à la mi-temps, que c'est pas honteux. L'OL a quand même des occasions en première mi-temps, mais c'est pas des occasions immenses, il y a que la frappe vraiment très excentrée que Lopez arrête, c'est qui, c'est Soulch, je crois, très excentré, que Lopez arrête, mais sinon globalement l'OL ne se fait pas une myriade d'occasions. Anthony Lopez n'est pas mis à contribution de dingue, même s'il y a des situations dangereuses, même s'il y a Abner qui, je trouve, a bien animé son côté gauche, même si Soulch a eu des super prises de balles, je trouve, les prises de balles de Pavel Soulch hier, genre des espèces de contrôle orienté pour aller dans le bon sens, ont été hyper bien réalisés, donc ça n'a rien à dire, vraiment. Soulch et Abner, pour moi, deux points très forts du match d'hier, et globalement la reconduction de ce système à 3 qui donne une animation assez intéressante, une animation qui rappelle un peu aussi ce que pouvait faire Pierre Sage par moment, mais une animation où en gros, selon ta domination territoriale, tu vas avoir Tagliafico qui va venir s'insérer au milieu. Tagliafico a fait un très gros travail au milieu de terrain, et globalement Tessman, Niakate, Atebour pour le couloir droit, Abner, et après derrière du coup ça te fait une espèce de moment où tu pouvais avoir Mathis de Carvalho qui allait devant, ou alors Morton devant, et d'ailleurs Morton devant, c'est ce qui apporte le premier but avec le poteau et la reprise d'Abner dans la foulée, et ensuite derrière Satriano avec derrière Soulch, Tolisso. Un truc que je dirais, c'est que je suis content que Satriano ait marqué, déjà pour sa confiance, et aussi parce que hier dans le placement par moment,
Genre c'est trop drôle parce que j'ai tweeté pour un peu vanner parce qu'il avait fait un super retour défensif juste avant son but, donc le petit ciseau de la deuxième mi-temps. Mais Satriano dans le placement par moment, je vous jure, par moment, j'aimerais bien voir la hitmap parce qu'il y avait énormément de moments où il était derrière Soulch, derrière Tolisso. Genre Satriano, genre c'est trop drôle. Genre tu vois que son profil c'est presque plus celui d'un deuxième neuf que vraiment d'un neuf, tu vois. Et donc du coup, ouais, quand on regarde un petit peu, enfin, regardez, donc là c'est les positions qui sont, je suppose, cumulées aux 90 minutes avec un sens d'attaque qui va vers là, comme la flèche l'indique, quoi. Et quand on regarde ça, regardez les moments de hitmap de Satriano, regardez ça. Non mais, vous vous rendez compte qu'avec un sens d'attaque qui va de la gauche vers la droite, regardez la hitmap de Satriano, regardez là où elle va être colorée. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? En première période, il avait des placements, j'ai trouvé assez étonnants. Évidemment, avec la volonté d'aider l'équipe, bon, l'apport défensif, etc., on le sait. Mais à des moments, je trouve qu'il se disperse à certains endroits où c'est pas, où limite son placement va le desservir lui, sans forcément être d'une aide énorme. Parce que du coup, ça fait qu'il manque des gens devant. Et ouais, quand tu marques pas, tu cherches à te rassurer, donc venir toucher des ballons. Ouais, même au-delà de toucher des ballons, tu vois, c'est vrai qu'il avait des placements à des moments, bon, qu'on le voit, un poil excentré, des fois un poil trop bas. Et c'est un peu marrant parce que du coup, c'est vrai que c'est ce que je disais, genre en voyant de la vue du stade, il était souvent derrière Tolisso, derrière Soulch. Je pense que c'est un mix de manque de confiance, mix de grinta, machin, bref, vous connaissez. Et globalement, bon, bah, t'as le rouge. Le rouge, pour moi, et je vais être tout à fait honnête, est un peu sévère, mais c'est pas le scandale non plus. Hier, quand je suis au retour de l'after, j'entends 20 minutes de leur part sur le rouge, comme si c'était genre le rouge le plus scandaleux, alors qu'à la fin, ça reste une semelle à l'épaule. Alors certes, sur Arrêté-Bourg qui se baisse, mais ça reste une semelle à l'épaule, quoi. Donc une semelle à l'épaule, pardon. Quand tu prends le barème de intégrité physique, gestes non maîtrisés, eau, etc., ouais, c'est peut-être un peu sévère, mais au regard de ce que l'OL a subi depuis le début de saison en termes d'arbitrage, c'est vraiment pas non plus le scandale du siècle, tu vois. Genre, franchement, maintenant je vais être tout à fait honnête, je vais le dire. Il met jaune, c'est pas choquant, mais à la fin, on regarde tout ce qu'on a subi, ça fait du bien d'en avoir une qui va dans notre sens. Voilà, c'est bon, je le dis, ça fait du bien d'en avoir une qui va dans notre sens. Je préfère préciser, c'est qu'une image arrêtée. C'est qu'une image arrêtée, donc elle n'est pas représentative à 100% de la réalité de l'action, c'est bon, je l'ai dit, donc voilà, vous savez que je suis pas le... Mais bon, globalement, genre j'ai vu Grégory Schneider dire, il retient son pied. Mais comment ça, il retient son pied? Il a jambe tendue, il retient rien du tout, frère. Après, bon, c'est juste un cas de pas de chance entre un joueur qui se baisse, il se baisse pas non plus à balle à 100%, et mon gars arrive quand même avec ça. Bon, ok, tu vois. Surtout que c'est l'arbitre de Havard qui lui dit c'est rouge. Ouais. Moi, je vais être honnête avec vous, genre c'est loin d'être le rouge scandaleux, tu vois. Une semelle épaule qui fait rouge, ça s'entend parfaitement. Genre, et j'ai le biais qui va avec, mais Nantes qui voit rouge pour ça, je vois pas un monde où genre tu peux dire je me sens volé, tu vois. Genre c'est une semelle à l'épaule, quoi. Et la semaine dernière, on a quand même eu Matondo qui allait envoyer semelle au genou et ça n'a pas bronché. Donc globalement, ça fait du bien pour une fois de l'avoir qui tourne dans notre sens. Et je vais être tout à fait honnête, c'est totalement le fait de jeu qui fait aller le match dans notre sens. Parce que franchement, sinon avant ça, j'ai trouvé que Nantes nous gérait pas si mal que ça. Genre, on a quelques occasions et même certaines actions qui peuvent être dangereuses, qui sont un peu tuées dans l'œuf par soit une bonne défense, soit le fait que certains vont avoir un mauvais côté technique, etc. Mais globalement, le 11 contre 10 nous sert. Ça manquait de créativité, ouais, mais comment dire, le 11 contre 10 nous sert et accélère la réalité de la deuxième période où à la fin Nantes est recroquevillé encore plus, Ablin est encore plus tout seul devant.
El Arabi sort. El Arabi en première mi-temps a eu quelques petits moments pas inintéressants. Il sort au bout d'un moment. Et après, derrière, il sort à la combienième? El Arabi sort à la 59e avec Bamed Deuf, qui d'ailleurs a marqué un but refusé absolument magnifique. Hein. Le Bamed Deuf, il a fait une entrée intéressante. J'ai trouvé, je ne le connaissais pas. Je connaissais Herba Girassi, mais je ne connaissais pas Bamed Deuf. Donc joli de sa part. Un jeune pas inintéressant. Ah, ouais, quelqu'un dit dans le chat à 11 contre 11, pas sûr de voir Lyon gagner. Oui. À 11 contre 11, moi je rentre à la mi-temps, je suis là, putain, va falloir aller le mettre en deuxième. Ablin, dans la profondeur, c'est un poison. En plus, Niakate, il a du mal à le gérer. J'en ai parlé avec Niakate, je lui ai dit, putain, Ablin, c'était chaud. Hein. Et Niakate, il a dit, oui, il était grave fort, c'était chaud. Donc, voilà quoi. Donc en réalité, à la mi-temps, à 11 contre 11, tu finis, genre la deuxième mi-temps, ça aurait pu donner un 0-0 ou un 1-1 un peu naze, ou voire un braco de Nantes. Hein. Donc rien à dire. Après, pour le coup, l'OL avait quand même le contrôle du ballon, avait le contrôle du rythme de la rencontre, avait quand même des situations qui n'ont pas converti en occasion énorme, mais des situations qui, pas grand-chose pouvait passer, pouvaient donner quelque chose d'intéressant. Et donc du coup après à 11 contre 10, voilà quoi. Et à 11 contre 10, bah, c'est simple. Déjà quelqu'un qui fait un super match, Morton, le dépassement de fonction, la frappe lancée dans la surface et qui finit sur le poteau. Hier au contrôle du ballon, etc. J'ai trouvé Morton excellent. J'ai trouvé Morton hier, top match de Morton, j'ai trouvé. Genre super match de sa part. Très bon match de Soulch qui a repris de la confiance, il transpire la confiance, ça y est. Soulch fait des conduites de balles, fait des orientations de balles et des contrôles orientés, vraiment de très bonne qualité. Les contrôles de Soulch, rien à dire. Tolisso, très bon match de sa part également, ça aurait mérité un but, mais bon, il a fini pré-passeur décisif. Tessman, encore un bon match de sa part ici. Tessman, en fait, c'est assez drôle, c'est assez facile de comprendre ce qu'il veut faire avec cette défense à 3. La défense à 3 va servir à poser un pansement pendant la CAN. Voilà, le temps que la CAN ou Niakate, Mata seront pas là, il va mettre Tessman là, il va te mettre Tagliafico, Abner, Attebourg, Maitland-Niles. Au centre ici, ce sera qui ? Ce sera peut-être Kluivert, un mec comme ça. Et après, derrière, tu auras le milieu là. Et donc, du coup, Tessman, dans cette... en fait, Tessman, dans une configuration où il n'est pas trop pressé, où il a du temps et du champ devant lui, et où la profondeur a été utilisée via Ablin, mais ça n'a pas été trop sur son côté à lui. Bah, globalement, c'était pas mal, à pondérer par rapport à l'opposition. Genre, si tu vas jouer contre le PSG qui te presse tout terrain et que tu as Tessman dans ces situations, ça peut être dur. Tessman, on sait que c'est sous pressing qu'il a peut-être un peu plus de mal. Mais globalement, bon match de sa part, je trouve. J'ai été, encore une fois, après Tel Aviv, cette défense à 3 qui a bien fonctionné. En plus, c'est une défense à 3 où, comme je dis, dans l'animation, en fait, t'as Tagliafico qui était tellement dans l'axe que, en fait, t'avais le carré, t'avais le fameux carré avec Carvalho qui montait, Soulch qui montait. Des fois, c'était Morton qui montait. Et en fait, du coup, t'avais toujours un espèce de double pivot. Et un des joueurs clés dans l'animation de cette défense à 3, c'est Abner. Abner qui anime son côté magnifique, que ce soit offensivement là, ou alors donc, que ce soit dans la largeur, donc dans la largeur comme ça, ou dans les courses intérieures pour finir au deuxième poteau. Vous avez vu, toute proportion gardée, vraiment, mais le Liverpool de 2019 avec Trent Alexander-Arnold qui fait un centre et c'est Robertson qui marque, on l'a vu des tonnes de fois, bah, Abner apporte un peu ce côté-là, du centre vers la droite pour quelqu'un qui plonge et qui finit à gauche. Il apporte ça. Et ça, j'ai trouvé ça super. Donc en fait, l'OL, avant Satriano, qui a marqué son doublé hier, mais qui ne marquait pas, bah du coup, dans les buteurs de l'OL, t'as Soulch, t'as Abner, t'as Tolisso. Grosso modo, Soulch, Abner, Tolisso étaient les buteurs, les gros buteurs de l'OL. Enfin, gros buteurs, on s'entend, mais les gens qui se tâtaient, quoi, et qui apportaient par la statistique, et ça, c'était bien. Un mot avant de parler de Satriano sur De Carvalho. J'ai, encore une fois, jeune, qui fait ses premières minutes, etc. J'ai un peu de mal. Hier, je crois qu'il prend 4 dans l'équipe. Pour moi, c'est justifié. Il a notamment, par exemple, une contre-attaque, je crois, à la 60e, je m'étais noté, qui tue parce qu'il n'est pas dans le bon tempo. J'ai du mal à vraiment identifier ses forces, ses faiblesses. Par moments, il va avoir des matchs où il gagne des duels. À des moments, il va se faire bouffer au duel. Avec ballon, c'est léger. Il a eu une passe à un moment en première mi-temps qui a accéléré une action en une touche que j'ai trouvé intéressante. Mais globalement, De Carvalho, c'est mid. Je suis pas très convaincu. Je sais que Kalismera joue également dans ces positions. J'aimerais bien l'y revoir. Je pense aussi que pour Fonseca,
ça peut être dur d'avoir Kalismera qui est frêle physiquement et Morton. Peut-être qu'il a envie d'avoir quelqu'un qui a un peu plus d'épaisseur. Et c'est vrai que Mathys de Carvalho a plus d'épaisseur. Donc je pense qu'il se dit, c'est une théorie, qu'il se dit Morton. Donc t'as un gars un peu plus léger, un peu plus joueur de ballon, et t'as de Carvalho qui techniquement est pas dingue, mais peut-être plus à l'épaule, plus au duel, etc. Même si l'épaule et au duel, des fois, il se fait grailler dedans. On va regarder ses stats hier au duel, ça s'est passé comment. Donc là, on est sur les passes. Hop. Def. Ouais, voilà, tu vois, genre 4 duels au sol, 2 remportés, 3-1, 2 interceptions, 1 dégagement, 6 récupérations, tu vois. C'est sur ce genre de choses qu'il équilibre. Mais je suis pas un très grand fan, sans être un hater, tu vois. Je dis pas que c'est un joueur complètement pourri qui doit pas avoir de temps de jeu. Je dis juste que avec le joueur qu'il est pour l'instant dans sa première année pro, je ne lui vois pas de force immense. On va quand même lui laisser peut-être le temps de progresser et de montrer plus de choses. Mais voilà, juste les joueurs un peu neutres comme ça qui ne se distinguent pas trop, globalement j'ai un peu de mal. Donc voilà. Et après, bon bah le héros d'hier soir, celui qui n'avait pas encore marqué depuis le début de saison, 13 buts en carrière à 24-25 ans, et qui hier soir a augmenté son total de buts d'une quinzaine de pourcents, 15-20% presque, hier pour le doublé. Il n'avait pas encore marqué en Ligue 1, effectivement, il avait marqué contre Salzbourg, mais il n'avait pas marqué en Ligue 1. 2 buts. Avec encore une fois l'exemple même que la confiance fait tout. Parce qu'hier, il te marque... Alors, déjà, hier, c'est drôle parce que je mets un petit tweet qui n'est même pas méchant, c'était un tweet qui m'avait fait rire parce que, en gros, il fait, avant son premier but, donc le ciseau, il fait un retour défensif énorme. Genre regardez, donc 10h13, le match était à 20h45, tu comptes la mi-temps, c'était peut-être vers une minute avant son but, c'est ça. 1 minute avant son but, il fait un énorme retour défensif. Et genre... Quand je vois le retour défensif, je fais, mais putain, le retour défensif, Satriano, on l'a mal jugé. C'est un 6, frère. Avec toute son activité, le jeu sans ballon, les duels, le retour défensif, je me dis, vas-y, frère, le mec, c'est un 6. 1 minute plus tard, il t'envoie un ciseau du tibia. Et le ciseau du tibia, bien magnifique, hein, de la réussite un peu avec, mais bon, il faut le mettre. Il le met. Tu sens que ça le libère d'un poids quand même, hein, c'est important, normal pour un neuf qui revient des croisés quand même, hein, c'est important de le rappeler, hein, il a quand même eu une saison blanche l'année dernière et les croisés de temps en temps les gens mettent vraiment du temps à s'en remettre. On a vu via Datascout que c'était l'un des neufs qui se procurait le moins d'occasions par match, 0,22 je crois, du niveau de Aït Boudlal. On peut voir 2 lectures, je pense qu'il y a quand même 2 lectures à apporter à ça, donc regardez, c'est ce graphique-là. Il a moins d'XG par match, regardez, donc, que Ablin, donc 0,28, mais qui joue à Nantes quand même, mais Aït Boudlal était à 0,26, sinon c'est vraiment l'un de ceux qui se procurent le moins d'occasions. Et on peut avoir pour moi 2 lectures dans ça. Et pour moi, c'est que l'OL ne se procure peut-être pas un volume d'occasions si énorme pour lui. Mais il y a quand même un autre truc, c'est que dans ses déplacements, je trouve qu'il avait du mal. Dans ses déplacements, il avait du mal à être bien placé, à être aux bons endroits pour recevoir le ballon qui fait la diff, et que même quand le ballon lui arrive, il a du mal à se créer les occasions de lui-même, c'est-à-dire à se mettre en position de tir, à réussir par moments à passer son défenseur, des choses comme ça. Et je pense que c'était aussi dû peut-être au manque de confiance, évidemment. Et ce manque de confiance qui du coup a été en partie résorbé, et je trouve que c'est visible sur du coup le 3e but qu'on va se checker ici, mais sur le 3e but qu'on voit là, tu vois, regardez son déplacement, il part de là, et surtout il fait quelque chose qui est top, c'est qu'il va passer devant le défenseur, chose qu'il faisait jusque là un peu moins. Voilà, regardez, hop là, il passe devant, je crois que c'est à Oisième, et il réussit à marquer ce but. Je pense que la même action il y a 1 semaine contre Auxerre, elle fait pas but. Bon, là je suis vraiment dans la chose que je peux pas prouver. Mais bien, si ça peut lui permettre d'être dans de meilleures dispositions et de réussir à marquer plus de buts et à être meilleur, maintenant que l'OL a son option d'achat presque automatiquement validée, écoutez, il va être là. Donc maintenant qu'il va être là, autant qu'il soit en confiance. On lui souhaite de réussir. Moi, je l'ai déjà dit, même si je trouve pas le joueur excellent, il triche pas. Et je soutiens n'importe quel joueur qui porte ce maillot, même si je peux par moment le trouver plus ou moins bon. Voilà. Après, pondérons quand même un peu.
en se disant que ça reste à 10 contre 11. On espère que ça va on espère qu'il va pouvoir faire la même à 11 contre 11 dans des matchs difficiles, par exemple la semaine prochaine dès qu'il faudra aller à Lorient à 20h45 le dimanche. Satriano, 2 derniers trucs. En le voyant, j'ai quand même l'impression que c'est plus un 9 de deuxième attaquant plutôt qu'un 9 tout seul. Voilà. C'est un autre truc que je me suis dit, mais Satriano, j'ai l'impression qu'il serait plus à l'aise avec un vrai 9 et lui qui fait des trucs autour que en 9 tout seul, ou là où je le sens peut-être un peu moins à l'aise. Et la deuxième chose, encore une fois, ça je l'ai effleuré, mais il est de retour d'une longue blessure. Et je pense que ça, faut quand même aussi en reparler. Les croisés, c'est une blessure horrible. Et il y en a beaucoup qui mettent des fois 6 mois, 8 mois, 1 an avant de retrouver des grosses sensations. Et je pense que ça a évidemment un impact sur son niveau. Tout en ayant dit ça, il n'aura pour moi jamais le niveau d'un 9 titulaire régulier à l'OL. Il est le 9 titulaire d'un OL malade. Mais un OL malade qui a besoin de se maintenir et qui a besoin quand même d'essayer de se qualifier en Europe. Donc Martin Satriano, on criera ton nom. J'espère que ça va continuer à bien se passer pour toi. C'est-à-dire que tu passes en 4-4-2. Je dis pas que je passe en 4-4-2, mais je fais une remarque en voyant son jeu, sa manière de tourner, sa manière de machin. J'ai l'impression qu'il serait plus à l'aise et mieux avec un autre... avec un autre œuf, quoi. Un autre neuf, pardon. Donc voilà. Quand je vois la mobilité de Papy de Bernal au Barça qui revient des croisés, c'est choquant. Les Lyonnais, qui se rappellent de Nabil Fekir quand il revient en 2017 des croisés? Avant la saison 2017-2018 où il prend le brassard, je parle de la 2016-2017. La saison où on fait 4ème, où Alex Lacazette, la Roma et tout. Qui se rappelle du retour de Nabil Fekir? Il a mis des mois et des mois et des mois à retrouver de la mobilité. Il a mis tellement longtemps. Genre vraiment, voilà, quelqu'un dans le chat dit un tracteur. C'était un peu ça. Fekir, quand il revient de sa blessure grave, des croisés, etc., c'était vraiment dur. Il faisait tout pâteau. Et voilà, exactement. Bah, c'est bien, on a les mêmes souvenirs. Donc vous vous en rappelez. Et après, vas-y, à la longue, ça revient. Et après 2017-2018, il a le brassard de capitaine et il fait une saison exceptionnelle. Mais sur sa première saison de retour post-croisé, il est pas nul, hein. Genre, c'est pas le sujet, il est évidemment pas nul. Mais c'était pas simple. C'était pas simple. Et donc je pense que Satriano a aussi un peu ça qui doit rentrer en ligne de compte. Donc voilà. On dirait tard, pied carré. C'est sévère. En plus, putain, je me suis remis vite fait ses stats. Putain, même sur sa saison de retour des croisés, il met 14 buts, 12 passes D sur la saison de retour des croisés. Hein. Avant de faire la saison magnifique de 2017-2018, brassard de capitaine, 23 buts, 8 passes D. Là, c'est la saison qui l'envoie à la Coupe du Monde, hein, littéralement. Et qui fait que Nabil Fekir est un champion du monde. Voilà, Nabil Fekir. À jamais dans nos cœurs, Nabilon. Donc voilà, un dernier mot pour boucler ce débrief sur le retour de quelqu'un, on parlait de croisé, qu'on n'avait pas vu depuis presque 11 mois, 10 mois. L'entrée de Aurel Mangala. L'entrée et le retour de Aurel Mangala. Bon allez, voilà, une dizaine de ballons touchés, 9 passes, etc. Bon voilà, et on n'a pas vu grand-chose, hein. Mais le retour de Aurel Mangala, et ça fait plaisir pour lui. Ça fait plaisir pour lui, on va avoir besoin d'aide au milieu, on va avoir besoin de gens qui font des travaux, hein. On va avoir besoin de densité, etc. Et c'était... Et il a apporté, je trouve. Donc, non, il n'a pas apporté. En vrai, on n'a rien vu. On n'a pas vu grand-chose. Mais il va apporter. C'est plutôt ça que je veux dire. Donc voilà, la colère des clubs envers l'arbitrage s'intensifie. Oui, l'arbitrage qui nous a encore donné de la Ligue 1 bien clownesque ce week-end, notamment avec Lamine Camara. L'action à Lens, où pour moi le penalty aurait été justifié. Et globalement, l'arbitrage français qui a encore été, je trouve, pas très en vue. Pas très en vue. Hop. Pas très en vue ce week-end. Et hop. Et donc voilà les notes, vite fait, on se les fait. Juste, je vous donne mon avis sur les notes, rapido. Je ne vois pas comment Abner n'a que 5.
Je ne comprends pas comment le mec a vu le match d'Abner, qui en plus marque, et lui met la même note qu'Atebour. Atebour qui n'a pas été mauvais. Atebour, quand il court, et c'est Charlie qui l'a dit hier en tribune parce que j'étais avec lui, et je lui reprends l'expression parce que c'est exactement ça. Atebour, il a le style lenti. Genre, il est grand, il est lourd rapide. Genre, quand il sprint, tu sens que c'est lourd, mais c'est pas si lent que ça. Donc, c'est marrant. Voilà, ça m'a fait rire. Donc, je vois pas comment tu mets que 5 à Abner. Pour moi, Abner mérite minimum 6. Et surtout, je pense qu'il mérite 7, la réalité. Et je mettrais peut-être un point de moins à Soultch. Voilà. Peut-être un tout petit peu plus à Abner, un point en moins à Soultch. Pas que Soultch fait un mauvais match, c'est juste que 7 pour moi, c'est contribution très significative. Et il a eu un bon match, mais pas une contribution suffisante pour aller sur 7. Mais ça, je pinaille à la rigueur. Et tout le reste, je laisse pareil. Quoique même Morton, pour moi, un 7 aurait pu s'entendre. Mais bref, c'est un avis. C'est pas contre Soultch, hein, vous avez capté. Voilà. C'était juste mon avis. Voilà. Tu trouves pas que le jaune pour Nantes est un peu sévère? Le rouge, bah, on peut entendre un peu sévère, ouais, mais ça reste quand même un pied haut avec semelle à l'épaule. Donc, pied haut, semelle à l'épaule, on peut considérer que c'est un peu sévère. C'est pas un grand scandale non plus, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a vu des rouges pires. Et surtout, je vais être honnête, et je te le redis, vu à quel point rien ne nous a été sifflé, c'était vraiment chaud. À plein d'égards, par moment pour l'OL avec l'arbitrage, ça fait du bien de l'avoir pour une fois, ce genre de truc à interprétation en mode est-ce que ça peut faire rouge? Non, ça fait du bien que ça aille dans notre sens, frère. Ça fait du bien que ça aille dans notre sens. Donc tant mieux.